Et merci Guylaine et Françoise de nous accompagner pour cette 11e saison de Complément d'enquête. Alors vous le savez, c'est la rentrée de tous les dangers pour François Hollande, pour le gouvernement Ayrault. Chômage, plans sociaux, inquiétude et même impatience des Français qui commencent à reprocher à ce gouvernement son immobilisme. Alors nous, on s'est intéressé au ministre qui a sans doute le plus fait parler de lui cet été, celui qui a le plus bougé, si je puis dire, c'est Arnaud Montebourg, c'est le ministre du redressement productif. En quoi peut-il, va-t-il redresser la France? C'est le thème de ce 197e numéro de Complément d'enquête. Nous sommes quelques jours après l'annonce du plan social. L'usine tourne, mais ce n'est qu'une apparence. Ces images ont été filmées par des salariés eux-mêmes. Ambiance irréelle. Les ouvriers ont délaissé les chaînes de montage. Un peu partout dans l'usine, des réunions comme celle-ci sont tenues par des cadres. Des réunions où l'on explique aux ouvriers qu'il vaut mieux accepter le plan social sans faire trop de vagues. Voilà, ça c'était l'ambiance cet été à Aulnay, à l'intérieur même des chaînes de montage du groupe PSA, des images tout à fait inédites et qui montrent à quel point les salariés ont reçu, si je puis dire, un coup sur la tête quand ils ont appris que leur site allait fermer. Alors on va revenir sur cet été à Aulnay, on va revenir sur les comptes du groupe PSA, on parlera avec le numéro 2 du groupe, Frédéric Saint-Jour. On va aussi s'intéresser à tous ces petits patrons de PME qui ont du mal à faire tourner leur entreprise parce que les banques prêtent de moins en moins. Et puis on va s'intéresser enfin à ces centres d'appel téléphoniques. Vous le savez, Arnaud Montebourg leur a demandé de relocaliser leur activité en France. Nous serons avec le patron de Webhelp, il nous dira ce qu'il en pense. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien, nous serons notamment ici, évidemment, à Bercy, dans le bureau d'Arnaud Montebourg. Vous le savez, il a eu des propos assez durs contre les patrons en général et les patrons de PSA en particulier. On verra s'il a mis de l'eau dans son vin. On commence par ce reportage sur cet été à haut risque. Un reportage de Sylvain Louvet, de Yvan Burnier, de Quentin Egloff pour Upside TV. Il nous a fallu près de 2 mois de tractation pour décrocher un rendez-vous avec lui, dans une gare. Faut dire qu'en ce moment, Arnaud Montebourg est très demandé. On parle de vous dans les journaux quand même, déjà. Il n'y a pas de quoi. Il joue les modestes. Mais dans la France qui perd ses emplois, son ministère est devenu le plus médiatique. Celui du redressement productif. Un nom très abstrait pour une mission très claire, sauver l'industrie française. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans. Nous avons vu 900 usines fermées en 3 ans. Donc le travail à faire est considérable dans l'autre sens maintenant. La visite d'aujourd'hui à Beaune est une bouffée d'oxygène dans son emploi du temps. Merci à toi. Merci vraiment d'être venu nous rendre visite. C'est important. Arnaud Montebourg vient faire l'éloge devant les caméras de ce lunetier qui a relocalisé sa production en France. L'occasion aussi à la tribune spécialement montée pour lui de faire un peu de promo pour son ministère dans un style tout en retenue. Vous l'avez compris, le ministère du redressement productif, c'est le ministère du patriotisme économique. Ce n'est pas le ministère des musées industriels, c'est le ministère de l'avenir de l'industrie française. Un ministère pour sauver la France. Et à ceux qui l'accusent de multiplier les belles paroles, lui préfère se voir en homme d'action. Et vous n'avez pas du tout peur que justement l'effet d'annonce se retourne contre vous? Mais ce n'est pas des effets d'annonce, c'est un appel à l'effort. Si on veut remonter ce pays, chacun s'y met. On en a vu d'autres dans l'histoire en France. On a fait des choses extraordinaires, donc on va les faire. Le ministre a confiance en l'avenir. Mais en ce moment, sur son bureau, ce sont davantage les plans sociaux qui s'empilent que les bonnes nouvelles. Et parmi tous ces dossiers, le plus explosif, c'est celui du constructeur automobile PSA. Un feuilleton dont le premier épisode s'est déroulé au début de l'été. Le 12 juillet dernier, Philippe Varin, le PDG du groupe, convoque les représentants des salariés au siège de l'entreprise, avenue de la Grande Armée à Paris. Il leur annonce 8000 suppressions d'emplois en France.
et surtout la fermeture du site d'Aulnay en banlieue parisienne. Varin a déclaré la guerre aux salariés sur le terrain de l'emploi. La guerre est déclarée, et bien on va aller jusqu'au bout. On va les faire reculer le plus loin possible. Et ça, je vous garantis qu'on est déterminés pour le faire. Au même moment, à Aulnay, les ouvriers de PSA viennent d'apprendre la nouvelle. Ça fait 36 ans que je suis ici. Et là, il me reste une année pour partir à la retraite et ça me fait 10 boules. Il vous restait une année? Ouais. Regardez-moi la famille Peugeot, Robert Peugeot, je sais pas qui là. Et le gouvernement, monsieur Montebourg, on voit votre cauchemar. Le changement c'est maintenant. Vous l'avez dit, vous avez fait même le signe, le changement c'est maintenant. Bah, aucune usine doit faire. Notre usine, on l'aide, notre usine ou pas? Pour François Hollande, PSA, c'est une bombe à retardement. Le premier gros défi de sa présidence. Ce plan en l'état n'est pas acceptable. C'est aussi un symbole, celui du déclin de l'industrie française. C'est enfin une question. Que peut faire le gouvernement et surtout Arnaud Montebourg face à une entreprise privée qui supprime des emplois? Pendant 2 mois, nous avons cherché à comprendre les raisons de cette déroute qui fait des ouvriers français une espèce en voie de disparition. À Aulnay, l'annonce de la fermeture a plongé des milliers de familles dans l'incertitude. Parmi les ouvriers qui embauchent en cette fin juillet, Rémi, 18 ans. Cet étudiant travaille à l'usine quelques semaines cet été. Et quand lui commence sa journée, ses parents, eux, la terminent. C'est bien? Ouais. Ça va? Chez les Martigues, PSA est plus qu'une entreprise. Bonjour. C'est une affaire de famille. Je travaille depuis 3 semaines, 3 semaines que je travaille. Voilà, là c'est mon dernier jour. Donc on l'a fait rentrer comme étudiant, quoi. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent de poche. Et puis voir que finalement on préfère les études que travailler à la chaîne. Bon, tu vas? Oui. Bon, allez, bon courage. À ce soir. Ouais, ce soir. Allez, bonne journée. Sandrine et Didier vivent dans ce petit pavillon à 40 km d'Aulnay. T'as mangé avec ça? Hein? Avec leur deuxième fils, Jordi, ils s'apprêtaient à partir en vacances lorsque le plan social est tombé. Ils sont salariés du groupe depuis plus de 20 ans. Leur avenir s'est soudainement obscurci. Tu les sens comment là, papa et maman, depuis ces dernières semaines? Je les sens un peu stressés. Et vous avez peur aujourd'hui? Ah ouais, moi en ce moment, ouais, j'ai du mal à dormir. C'est-à-dire pourquoi On nous jette comme... voilà, on a fait tellement de choses dans cette boîte que... aujourd'hui, voilà, on me dit, voilà, il faut aller chercher du boulot ailleurs. Combien de gens vont retrouver un emploi? Il y a beaucoup de gens, comme Sandrine, qui n'a pas fait d'études, qui est rentrée là comme ça. Bon, moi j'ai un CAP de soudeur, mais bon, allez, on va dire que ça fait 25 ans ou 30 ans que j'ai pas pratiqué. Hein. Le couple ne se fait pas d'illusions. À 40 ans passés, il leur sera très difficile de retrouver un emploi. La direction promet des reclassements, mais Sandrine et Didier ne se voient pas quitter leur pavillon. On a fait des sacrifices, on a fait équipe inverse pour pas payer de nourrice. On a travaillé de nuit, on a fait des samedis, voilà quoi. Tout ça c'est des sacrifices pour essayer d'améliorer notre paye et tout ça, et puis voilà quoi. Pour rien au monde vous déménagerez. Disons c'est pas tombé du ciel quoi, on n'a pas gagné au loto ou au tiercé, voilà. C'est avec nos mains quoi, on va dire, voilà quoi. Tiens, bonjour. Dans la famille, ils ne sont pas les seuls marqués par cette fermeture. Françoise et Bernard, les parents de Sandrine, eux aussi ont travaillé toute une vie à Aulnay. Les Citroën, les 2 retraités les produisaient avec tellement de fierté qu'aujourd'hui encore, 2 modèles de la marque trônent au fond du jardin. Vous travaillez sur quelle partie de ce moteur à tout l'époque? Tout le moteur. Tout l'ensemble du moteur, boîte de vitesse, tout, on montait tout le complet dessus. C'est une vraie horloge, hein. Vous passez partout. Personne ne me suit avec ça. Les Martigues ont confié toute leur vie à Citroën, jusqu'à leurs enfants. Quand j'ai fait rentrer les enfants, j'ai dit, bah Citroën,
Ils vont être là, pas jusqu'à la retraite, mais ils vont au moins jusqu'à 40 ans, qu'ils soient bien, qu'ils soient meilleurs. Là, jusqu'à la retraite, j'aimerais bien y aller, moi, jusqu'à la retraite. Comme nous. Oui, bien sûr. Oui, maman. Françoise et Bernard ont été parmi les tout premiers ouvriers à entrer à Aulnay. C'était en 1973. C'est quoi? C'est que c'est ma carte d'entrée. Ta carte de service d'avant? Oui. Ouais, hein, ça a bien changé. Hein. C'est à Aulnay, ça pour, Ouais, il y a marqué. Ah oui, Aulnay, ouais. Ils se rappellent encore de leur joie lorsqu'ils ont franchi les portes de l'usine. Ah, mais c'est sûr quand tu es fier de cette usine-là, parce qu'on avait du chauffage, on était heureux de rentrer dans une usine chauffée. Qu'avant, c'était pas chauffé, on se gelait. À cette époque, au début des années 70, l'usine d'Aulnay est une des plus modernes d'Europe. Un concentré de technologie. 6000 ouvriers y fabriquent la fameuse CX. En 1976, le géant Peugeot se marie avec la marque au chevron. Le groupe PSA est né. Jusqu'en 2010, tout va bien. L'alliance Peugeot-Citroën devient même le deuxième groupe automobile européen après le géant allemand Volkswagen. Mais en 2011, sortie de route. Les ventes de PSA chutent de 134 000 voitures en Europe. L'entreprise a peut-être trop misé sur des modèles haut de gamme, alors que le budget des consommateurs est à la baisse. Et puis, contrairement à Renault, qui s'est allié à Nissan, PSA s'est peut-être aussi trop concentré sur l'Europe, où le marché de l'automobile est en pleine crise. À Aulnay, en cette fin juillet, on est loin des cadences des années fastes. Nous sommes quelques jours après l'annonce du plan social. L'usine tourne, mais ce n'est qu'une apparence. Car derrière ces grilles, voici ce qu'il se passe réellement. PSA n'a autorisé aucun tournage dans l'usine cet été. Ces images ont été filmées par des salariés eux-mêmes. Ambiance irréelle. Ces lignes de production qui d'ordinaire tournent de 7h à 23h sont quasiment à l'arrêt. Les ouvriers ont délaissé les chaînes de montage. Le site, d'où sortent en moyenne près de 700 voitures par jour, en produit à peine la moitié. Un peu partout dans l'usine, des réunions comme celle-ci sont tenues par des cadres. Des réunions où l'on explique aux ouvriers qu'il vaut mieux accepter le plan social sans faire trop de vagues. Aujourd'hui, bien sûr, on souhaite qu'il y ait un accord et qu'il y ait des avis favorables aux OF et qu'on arrive à ce compromis. Mais si on n'arrive pas à ce compromis, rien ne nous empêche de passer à la suite. Mais si on prend Mark et Spencer il y a quelques années, ils sont partis, il n'y avait pas de négociation, en face des OF, ils ont dit au revoir, on licencie tout le monde. Vous voulez pas négocier, on licencie tout le monde. Des mots qui ont résonné tout l'été dans la tête des ouvriers. Merci bien, et bonnes vacances à tous. Ce plan social était-il évitable? Voici les comptes de l'entreprise pour l'année 2011. Nous sommes allés les soumettre à Frédéric Bricnet. Il est responsable du pôle automobile d'un cabinet d'experts comptables. Un cabinet de 500 personnes qui réalise des audits pour les comités d'entreprise. Ce spécialiste indépendant épluche toute l'année les comptes de multinationales. Et à la lecture du document concernant Peugeot, d'emblée, un élément lui saute aux yeux. La part du bénéfice non réinvestie dans l'entreprise. En 2011, il y a cette distribution de dividendes et ce rachat d'actions. Donc vous avez une distribution de dividendes de 250 millions d'euros. Et puis il y a des acquisitions d'actions, donc un rachat par le groupe de ses propres actions pour quasiment 200 millions d'euros. En 10 ans, ce n'est pas la première fois que le groupe privilégie ainsi les actionnaires au détriment de l'investissement. Entre 2002 et 2011, le groupe PSA a réalisé près de 7 milliards d'euros de bénéfices. Environ 40% ont été reversés aux actionnaires. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Oui. Si ils n'avaient pas eu une politique de retour aussi importante vis-à-vis des actionnaires, et si c'était vraiment à ce moment-là poser les questions d'une nécessaire évolution stratégique, et qu'ils avaient mis ces moyens en œuvre pour cette évolution stratégique, oui, ils n'en seraient pas dans cette situation-là. Et on ne parlerait sans doute pas de la même manière aujourd'hui. Proportionnellement, la part des dividendes chez Volkswagen
est 2 fois moins importante. Alors les actionnaires de PSA ont-ils été trop gourmands? À La Rochelle, aux universités d'été du Parti Socialiste, il y en a un qui en est persuadé. Ça va? Ouais. Ça risque de rentrer costaud pour vous là. Bon, on n'est pas là pour faire des cocottes en packing. Hein. Salut. Ce jour-là, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, s'en prend directement aux actionnaires du constructeur. Lorsque je dis au nom du gouvernement et avec le président de la République aux actionnaires de Peugeot, de PSA, que se racheter des actions pour améliorer l'autocontrôle, distribuer des dividendes dans une période où on commence à perdre de l'argent, il y a là des mesures de confort financier qui ne sont ni justes ni justifiées avec la situation de l'économie de l'entreprise réelle. Mais que peut faire réellement l'État face à cette entreprise familiale alors qu'il n'est pas dans le capital? La marge de manœuvre d'Arnaud Montebourg semble bien faible. Tu vas pas être en retard le premier jour. Mardi dernier, c'était la rentrée pour Jordi, 10 ans. C'était aussi celle de ses parents, Sandrine et Didier. Ça va? T'as bien dormi? Leur usine rouvre ses portes après un mois de vacances, pas vraiment reposantes. Ça fait du bien, bien sûr, mais c'était pas comme les autres années. Peut-être que l'année prochaine, on ne pourra pas partir, quoi, parce que, ben voilà, si on perd notre emploi, c'est clair qu'on ne peut pas se permettre de partir comme ça en vacances, dans un camping 4 étoiles. Voilà, quoi, on se dit peut-être c'est les dernières vacances vraiment qu'on passe comme ça, quoi. Le couple d'ouvriers part travailler la boule au ventre. À retenir aussi la reprise du travail ce matin chez PSA Peugeot à Aulnay-sous-Bois, selon le Parisien, la direction du... Qu'est-ce que vous attendez, vous, Sandrine d'Arnaud Montebourg? Du concret, comme dit mon mari. Pas que du blabla, de dire ouais, on va faire quelque chose pour vous, puis en fin de compte... Disons, on le connaît pas bien, maintenant on va voir, quoi. Peut-être qu'il fera des miracles, mais bon, j'y crois pas. Hein. Devant l'usine, malgré les retrouvailles avec les copains du service, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. On ne sait pas ce qu'on va faire après 6 mois, après un an. On ne sait pas, est-ce qu'on va travailler ou est-ce qu'on ne va pas travailler, est-ce qu'on va se retrouver au chômage. Est-ce qu'il va arriver à reclasser tout le monde? Est-ce qu'il va arriver à reclasser tout le monde? Aujourd'hui, c'est ça qu'on se demande. S'il n'y a pas de reclassement, vous voyez comment dans un an? Alors ça, j'en sais rien, je sais pas, je ferai de l'intérim, je sais pas. Bon, écoute, on y va. Alors, on va bosser. Bon, au revoir, peut-être à l'année prochaine, cette année. Ce matin, comme depuis plus de 20 ans, Sandrine et Didier ont fait leur rentrée à Aulnay. Peut-être la dernière. Et voilà pour ce reportage de Sylvain Louvet et de Yvan Burnier. Et nous sommes ici avec vous, Frédéric Saint-Jour, au siège historique de Peugeot, avenue de la Grande Armée, avec tous vos modèles. Je rappelle qu'à la fin du mois, il y a le salon, le mondial de l'automobile à Paris. Et là, vous aurez encore des nouveaux modèles à nous présenter, notamment chez DS, je crois, dans la ligne DS. Et 208. Alors, on va reciter un petit peu quelques chiffres qui concernent le groupe PSA. Les chiffres du plan social, on les connaît, on les a entendus dans le sujet. C'est 8000 suppressions d'emplois, 1400 à Rennes et 3000 à Aulnay, avec une usine qui devrait fermer en 2014. Mais les chiffres du groupe PSA, je parle sous votre contrôle, et vous êtes le deuxième constructeur européen. C'est en 2011 un chiffre d'affaires en augmentation de 6,9% avec 60 milliards d'euros. Un résultat net des bénéfices positif de 588 millions d'euros. C'est 123 000 emplois dans le monde, dont 81 000 en France. Je parle de la branche automobile. À titre de comparaison, c'est 35 000 pour Renault. Et puis, ces chiffres-là, au premier semestre 2012, ils sont moins bons évidemment. Le chiffre d'affaires est à la baisse de plus de 5%, 29 milliards d'euros. Un résultat net à la baisse aussi de moins 819 millions d'euros. Et un marché automobile globalement qui baisse, toutes marques confondues en France, à moins 13,4%. Ça va pas terrible en ce moment dans l'automobile. Mais sur ces erreurs qu'on vous reproche à vous, PSA. Erreur d'abord, peut-être de stratégie et d'alliance. Est-ce que vous n'avez pas souffert de votre splendide isolement quand Renault, par exemple, s'allie avec Nissan? Est-ce que vous ne le payez pas aujourd'hui d'avoir voulu rester tout seul? Quand Philippe Varin est arrivé à la tête du groupe en 2009, il a fait un constat très clair. Nous étions trop européens, trop en milieu de gamme en termes de voitures et trop petits. Et donc on a lancé une stratégie. Trop petit parce que tout seul. On a lancé une stratégie pour s'internationaliser,
monter en gamme et rechercher une alliance. Après une tentative avec Mitsubishi, nous avons scellé une alliance avec le premier constructeur mondial, 7% General de capital. Motors. Donc effectivement, la stratégie a été réorientée pour répondre aux défis que nous rencontrions. Alors, sur l'autre critique qui est la rémunération de l'actionnariat, on l'a entendu, on a entendu Arnaud Montebourg aussi le dénoncer, la famille Peugeot qui détient 25% des actions, est-ce qu'elle n'a pas été trop bien rémunérée? Est-ce que vous n'avez pas été trop généreux? Est-ce qu'il n'était pas urgent plutôt d'investir que de rémunérer l'actionnaire? Dans le sujet que vous avez montré, il y a quelqu'un qui dit il y a eu trop de distribution. Pendant la même période, nous avons investi près de 40 milliards d'euros, dont les 2 tiers en France, et même sur la période récente, 2008-2012. On dit versement de dividendes. 2008-2012, 5 ans. Une seule année de dividendes, 250 millions. Et cette année, les actionnaires, tous ensemble, ils ont remis 1 milliard d'euros par une augmentation de capital. Bon, donc là-dessus, pas de regret. Non, parce que, encore une fois, l'argent du groupe, il a été investi en France de façon massive. Le gouvernement vous reproche aussi d'avoir, François Hollande en tête, le président de la République, d'avoir menti, d'avoir dissimulé la réalité et d'avoir dissimulé vos intentions par rapport à Aulnay qu'on aurait découvert sur le tard, alors qu'en fait, vous aviez déjà depuis longtemps décidé de fermer le site. Vous avez menti? Non, clairement non. On nous accuse de mensonge parce qu'il y a eu une note qui est sortie à la mi-2011 sur un des scénarios que nous traitions. Mais la preuve qu'il n'y a pas mensonge, c'est que dans ce scénario-là, il y avait 3 usines qui fermaient. Rennes, Sevel-Nord à Valenciennes et Aulnay. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rennes, nous avons assuré l'avenir du site, nous allons investir une nouvelle plateforme et supprimer 1400 emplois. Valenciennes, nous venons d'annoncer que oui, nous avons assuré l'avenir du site, nous allons investir 750 millions à Valenciennes pour développer de nouveaux produits. Alors, et c'est vrai, nous avons retenu le fait d'arrêter la production à Aulnay. Mais dans la note, on vendait le terrain d'Aulnay. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Avec l'ensemble des parties prenantes, nous allons essayer de revitaliser Aulnay et de proposer 1500 postes sur le bassin d'emploi d'Aulnay aux salariés d'Aulnay. Les gens. Absolument. C'est pour ça que je comprends ils sont sceptiques, complètement. Oui, mais aux salariés parce qu'ils s'inquiètent, ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Je comprends leur incertitude, je comprends leur douleur à voir l'usine d'Aulnay arrêter de fabriquer des voitures. Mais nous avons vraiment pris l'engagement de proposer à tous les salariés d'Aulnay une solution à leurs problèmes d'emploi. Personne ne restera sur le carreau. Personne ne restera sur le carreau. Ils ont des vraies propositions. Pas de licenciement sec. Nous allons proposer aux 3000 personnes d'Aulnay, nous allons leur proposer soit à l'intérieur du groupe, dans la région parisienne, 1500 emplois pour la moitié, et sur le bassin d'Aulnay, avec tous les parties prenantes, les salariés, les représentants syndicaux, les pouvoirs publics nationaux et locaux, 1500 emplois sur le bassin d'Aulnay. Nous travaillons d'ailleurs. Les salariés en général sont assez, on va dire, ne croient pas forcément à ces promesses-là. Ils ont vu trop, je ne parle pas de Peugeot, mais ils ont vu trop de plans sociaux comme ça annoncés avec des reclassements qui n'ont jamais vu le jour. Je comprends encore une fois et leur douleur, et leur incertitude, et leur méfiance. Mais nous avons pris des engagements devant le gouvernement, devant les salariés, devant l'opinion publique. Nous tiendrons ces engagements. Merci Frédéric Saint-Jour. Alors, merci de nous avoir reçus ici, d'avoir répondu aussi clairement à nos questions. Alors, j'imagine que quand on s'appelle Peugeot, même si on a des difficultés passagères, on a de bonnes relations avec son banquier. C'est pas le cas de beaucoup de patrons de PME qui ont les pires difficultés du monde quelquefois à trouver de l'argent près de leur banquier, à se faire prêter de l'argent, alors pour autant que leurs carnets de commandes sont pleins. Donc, avant de recevoir Arnaud Montebourg, eh bien, enquête sur ces PME qui se cachent pour mourir. C'est un reportage de Delphine Parric-Miller, d'Éric Mappy et de Michael Bozo pour Upside Télévision. Cela fait 5 ans qu'Antoine Rollin se bagarre pour sauver son entreprise. Il est imprimeur près de Blois, 18 salariés. Il a connu la cessation de paiement et le redressement judiciaire. C'est une spirale infernale parce que plus vous avez des soucis, plus vous avez de besoins et plus les banques deviennent méfiantes. Si demain matin j'ai une grosse commande, il faut que je commande beaucoup de papier et si on me demande de le payer très très vite, avant même que mon client m'ait payé, je vais avoir des problèmes de trésorerie. Antoine Rollin en a fini avec le redressement judiciaire, mais pas avec les ennuis. Les banques ne lui autorisent aucun découvert au moindre incident bancaire
il risque la liquidation. Pour que l'entreprise vive, il a déjà licencié 18 salariés et il a demandé à ceux qui restaient de se serrer la ceinture. Les salariés, bien sûr, ont fait des efforts, c'est évident. Depuis quelques années, les salaires n'ont pas été augmentés et on a demandé beaucoup plus de polyvalence. La personne que vous voyez là est responsable de la production et elle fait du pliage et elle prépare des plis. Pour sauver l'entreprise, Antoine Rolin n'a pas le choix. Il faut se diversifier, travailler davantage sur le net que sur le papier. Son projet est ficelé, mais il lui manque 60 000 € pour investir dans du matériel informatique. Depuis un mois, il négocie avec sa banque, mais à chaque coup de fil, ses espoirs sont déçus. Oui, bonjour, c'est Antoine Rolin. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien, merci. Je venais un petit peu aux nouvelles, savoir si vous aviez pris une décision. Je n'ai pas terminé le dossier, il faut que je finisse là demain et puis j'envoie. J'envoie à mon directeur. D'accord, donc je n'ai pas de réponse d'ici la fin de semaine. Non. Non? D'accord. Merci beaucoup et bonnes vacances alors. Merci. À bientôt. Au revoir madame. À bientôt, au revoir. Vous espériez avoir une réponse aujourd'hui? C'est elle qui s'est engagée à nous donner une réponse aujourd'hui. Voilà. Je leur demande 60 000 € d'investissement sur du matériel. Voilà ce que je demande aujourd'hui. C'est pas, ça me paraît pas énorme, quoi. Un documentaire, et ça sera programmé sur quelle est même dimension. Michel Caffi, lui aussi, a des problèmes avec sa banque. De garder, sa PME travaille dans l'industrie mécanique. Il fabrique des compresseurs et des pompes à vide pour de grands groupes industriels. Il a suffi d'un retard de paiement, 3 mois de découvert, pour que sa banque lui coupe les vivres. Ah, vous travaillez sur un tout petit, là, cette fois-ci. C'est une pompe à vide pour qui, celle-là? Pour Yoplait. Les banques ont des lignes de crédit. Et là, en l'occurrence, sur un métier qui est la mécanique, qui est considéré de très loin par les banques comme assimilé à l'automobile, donc en crise, donc à risque, donc on ne va pas le développer, eh bien, on n'aide pas les entreprises qui font de la mécanique. Face aux banques, Michel Caffi ne faisait pas le poids. Trop petit, trop seul, trop méconnu. Aujourd'hui, il est en redressement judiciaire. Il a un mois pour trouver le repreneur au rein assez solide pour rassurer les banques et sauver les 31 emplois. Peut-être cet homme. Parce que ça nous permet de faire la maîtrise des vibrations. C'est le représentant d'un grand groupe allemand, l'un des plus gros du secteur. Fabrication des rotors. On va aller voir une pièce. Alors par contre, on fait tout nous-mêmes. Là où vous avez. Pour l'instant, Michel lui fait faire le tour du propriétaire, mais sans le convaincre tout à fait. Vous pensez quoi des machines que vous voyez? Ce sont des très vieilles machines, on part de machines très anciennes. Donc là, ça veut dire forcément à moyen terme des besoins d'investissement. Est-ce que c'est ce type d'investissement que votre groupe est prêt à réaliser dans une société comme celle-ci? C'est prématuré. Pour sauver son entreprise, Michel est prêt à tout, y compris à se sacrifier. Je vais perdre le pouvoir de diriger l'entreprise. C'est la contrepartie à sauvegarde de l'activité de l'entreprise. Ça, vous y êtes prêt? Il faut bien, oui. Bien. On va sortir. Sur la dizaine de repreneurs qui a visité son usine, 2 seulement se sont dit intéressés. C'est maintenant au tribunal de commerce de choisir le meilleur candidat, celui qui offrira le plus de garanties pour le maintien de l'activité et surtout des emplois. Comme toutes les semaines, Antoine Rolin fait son footing dans la forêt de Meudon, la banlieue ouest de Paris. Marié, 50 ans, des grands-enfants qui vivent leur vie. Le footing, c'est son oxygène, indispensable. Je ne sais pas si c'est lié à l'activité d'un chef d'entreprise, mais en tout cas, tout le monde a besoin de courir. Je crois que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout. Donc, apprendre à respirer, c'est bien. C'est bien. Voilà. Il y a 2 ans, pour faire face à la crise et rembourser ses dettes, il a dû vendre sa maison, 2 millions d'euros, et en réinvestir 400 000 dans l'entreprise. Depuis, il vit en location dans cet appartement. C'est le bazar, hein. L'entreprise rencontrait des difficultés, donc il a fallu injecter un peu d'argent dans la société.
Donc j'ai pris la décision de vendre ma maison et de remettre une partie dans la société. C'est qu'une étape, hein. La vie continue. Donc voilà, on survit avec ça, c'est pas un souci. Comme Antoine, beaucoup de patrons de PME engagent leur argent personnel pour sauver leur entreprise. Ce jour-là, l'imprimeur a rendez-vous dans le centre-ville de Blois. Ça n'est pas un déjeuner d'affaires, ça ressemble plus à un groupe de parole. Bonjour, Antoine Rollin, enchanté. La rencontre est orchestrée par le patron local de la CGPME, Patrice Dussault. On va essayer de parler à midi des choses qui nous rassemblent, c'est-à-dire l'entreprise et les problèmes des entreprises dans cette période un peu compliquée. Parce que les banques, bien évidemment, enfin, vous l'avez tous rencontré, ou si vous ne l'avez pas rencontré, faites attention. À partir du moment où on a un souci dans l'entreprise, il y a un désengagement des banques. Je voulais faire un prêt de 20 000 € pour faire la reprise de l'entreprise, j'ai jamais pu l'avoir. Les salariés ont sacrifié leurs vacances cette année, ils partent en congé sans solde. Tout le monde a mis la main à la poche pour sauver l'entreprise. Les banques, on va demander 20 000 € pour un chiffre d'affaires mensuel de 300 000 €. Il n'y a pas une banque qui sauve. Il y a beaucoup d'entreprises qui tombent. Les petites PME de 15-20 personnes, en ce moment, c'est un peu malade. Moi, il m'arrive quelque chose, j'ai plus de maison, j'ai plus de boulot, on ne cotise pas à la retraite, j'ai pas le droit au chômage. Moi, aujourd'hui, j'ai une semaine pour retrouver du travail. L'entrepreneur, en 2012, est seul au monde. Des PME abandonnées par les banques, Patrice Dussault en connaît des centaines. Depuis 4 ans, il s'est lancé dans une croisade. Épauler les entreprises locales en difficulté. Toutes les semaines, il plaide ses dossiers les plus urgents auprès du représentant de la Fédération bancaire, Vincent Pigelet. Bonjour Vincent. Patrice, comment tu vas? Très bien, je te remercie, merci de... Et lui, bien sûr, n'a pas la même approche que les patrons de PME. De dire d'une manière générale les entreprises vont moins bien parce que la banque ou les banques ferment les robinets, c'est faire un raccourci qui n'a pas de sens, franchement pas de sens. À partir du moment où le dossier tient la route économiquement, a été suivi, a été validé par un comptable, ce qu'on aime bien aussi, il n'y a aucune raison qu'on donne un avis ou un refus de financement. Pourtant, dans le cas d'Antoine Rollin, l'imprimeur, les banques refusent toujours de lui prêter 60 000 €. Alors que son dossier a bien été validé par un comptable et même suivi par le tribunal de commerce. Il serait victime de son passé. Le banquier, quand il se retourne derrière et qu'il voit l'histoire de l'entreprise, si elle a été cas un cas depuis 2-3 ans, il a vraiment pas intérêt à y aller. Il faut se mettre à sa place aussi. C'est le cas pour un prochain esquive. Mais si vous pouvez couper la caméra, franchement, je suis un peu... il y a un environnement législatif qui fait que de toute façon on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Oui, non mais... Et notamment dans le cas d'une entreprise qui sort d'une procédure. Mais regarde par exemple, tiens, on fait Rollin aujourd'hui, comment on lui trouve une banque? Hormis tennis. Question, pas de réponse. Pas de réponse, bien sûr. La banque, sollicitée par Antoine Rollin, le lui a même écrit, noir sur blanc. Sa demande de crédit de 60 000 € lui est refusée. La politique de risque de la banque interdit toute nouvelle relation avec un client actionnaire en redressement ou en liquidation judiciaire. Alors, que peut faire le gouvernement pour les entreprises qui tentent de se redresser? Pour venir en aide aux PME, le ministère du redressement productif a créé des délégués régionaux en juillet dernier. Philippe Maillizard est l'un d'eux. J'ai droit à ma plaque, commissaire au redressement productif, qui a été posée il y a quelques semaines. C'est un bureau encore un peu vide? C'est un bureau un peu vide, c'est un bureau qui est bien adapté à mes besoins, puisqu'en fait, normalement, je dois y passer un minimum de temps, et surtout aller à la rencontre des chefs d'entreprise et puis des acteurs qui travaillent avec eux. Médiateur de la Banque de France. Mais l'ancien sous-préfet est déjà conscient des limites de sa fonction. On ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire, mais partout c'est possible. Et le ministre a été très clair, Monsieur Montebourg nous a dit un emploi sauvé, c'est toujours ça. Cet après-midi, Philippe Maillizard a donc rendez-vous à son tour avec l'homme des PME de Blois. À l'ordre du jour, toujours le même dossier, celui d'Antoine Rollin et sa demande de crédit. Entrez donc. Et c'est Patrice Dussault qui plaide. Aujourd'hui, Rollin, ce qu'il voulait, c'est une banque qui lui dise, bon, allez, on y va ensemble, mais amenez-moi vos 2,5 millions de flux, et puis on va voir après ce que vous faites. Pour l'instant, on n'a même pas trouvé une. Et ça, c'est du quotidien, M. Maillizard. Tous les jours, c'est comme ça.
Moi, en tant que commissaire au redressement productif, alors je n'ai pas encore une très longue expérience, parce que j'ai pris mes fonctions, comme vous le savez, début juillet. Mais il est clair que notre boulot, c'est bien de convaincre les chefs d'entreprise qui éprouvent leurs premières difficultés de ne pas arriver à cette situation. Donc dans le cas de M. Rollin, concrètement, aujourd'hui, Moi, les 60 000 euros, je ne sais pas faire aujourd'hui. Je ne sais pas faire ça. Aujourd'hui, l'État ne sait pas, et ce n'est pas son rôle surtout. En revanche, si, c'est pas son rôle de jouer le banquier. Pour l'imprimerie d'Antoine Rollin, le commissaire au redressement productif est pour le moment bien impuissant. Un mois s'est écoulé pour Michel Chiaffi, le dirigeant de l'usine d'industrie mécanique. Un mois d'attente, un mois d'angoisse pour toute la famille. Préparer ton cartable ? Demain, la société passera devant le tribunal de commerce de Bobigny et un repreneur sera peut-être désigné, sans quoi Michel perdra tout. C'est forcément une épée Damoclès quand même au-dessus de la tête où on ne sait pas effectivement à quelle sauce on va être mangé, puisque nous on est caution sur l'entreprise, donc il y a un prêt qui est quand même important, donc puis il y a un métier aussi, comme il va sûrement plus pouvoir être à la tête de l'entreprise, quel va être aussi pour lui son avenir. Perdre le pouvoir alors que vous n'y êtes pas viscéralement attaché, c'est une moindre mesure. Par contre, perdre de l'argent, et vous savez que ça vous empêchera de donner un coup de pouce à vos enfants qui veulent démarrer dans la vie active, là oui, ça me fera mal au cœur. C'était hier. Voilà, l'audience commence. Au terme d'une heure d'audience à huis clos, le tribunal de commerce a désigné un repreneur pour l'entreprise de Michel Chiaffi. L'activité est pour le moment sauvegardée, la totalité des emplois aussi. Michel, lui, a perdu son travail. Voilà pour ce reportage de Delphine Paric-Miller et de Éric Nappi. Et on est bien sûr ici avec vous, Arnaud Montebourg, dans ce très beau bureau de Bercy. Nouveau ministre du redressement productif. Alors, je vais reciter 2-3 chiffres que vous-même avez d'ailleurs cités et qu'on vous a déjà entendu dire au début du reportage sur Peugeot, sur ce que j'appellerais les chiffres clés de la crise. Il faut savoir, comme vous le disiez, que 750 000 emplois ont été perdus en 10 ans, que dans l'industrie, que 900 usines ont fermé en 3 ans, que le chômage a franchi la barre des 3 millions cet été et que la croissance est à zéro depuis des mois, au point que François Hollande lui-même à Châlons-en-Champagne dise que cette crise est d'une gravité exceptionnelle. On a eu un peu l'impression qu'il la découvrait un peu à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience un peu tardive de la réalité de cette crise ? Non, parce que nous avons un pays qui décroche et depuis un certain moment, nous avons découvert des dégâts considérables. Donc nous savons que la tâche sera difficile et qu'il va falloir reconstruire notre économie, notre industrie, pierre après pierre. Avec quel pouvoir ? On s'interroge beaucoup. Je crois que c'est même Libération qui cet été a dit à quoi sert Montebourg, à quoi vous servez, quels sont vos pouvoirs, sur toute l'avalanche de plans sociaux qu'il y a eu, que ce soit chez Air France, chez Doux, chez Euralib, enfin chez Fralib, etc. Et Peugeot, bien sûr, on en a parlé. Qu'est-ce que peut faire le ministre de redressement productif ? Beaucoup de choses. D'abord, les questions de financement des entreprises. Le rôle de ce ministère est de réformer le système financier et bancaire. Nous sommes en train, avec Pierre Moscovici, de bâtir la banque publique d'investissement. Avec quels moyens, ça ? Écoutez, nous essayons de demander d'abord aux Français de drainer leur épargne et d'apporter leur épargne pour financer les PME qui embauchent leurs enfants, qu'elles connaissent sur leur territoire et qu'elles apprécient. Deuxièmement, nous avons le meilleur taux d'épargne du monde, avec, je crois, les Japonais. 1600 milliards d'encours d'assurance vie, ce sont nos fonds de pension à la française. Seulement 4% s'investissent dans l'économie française et 1% dans les PME. Donc, mais nous allons demander à l'assurance vie, aux compagnies d'assurance vie, de souscrire à cette banque pour que l'économie française ramène son épargne sur le territoire. Ce qu'on appelle les circuits courts. Vous épargnez en France, vous financez la France. Alors, sur une entreprise comme Peugeot, par exemple, qui décide de licencier parce qu'elle estime que c'est nécessaire dans sa stratégie et compte tenu de son économie. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Ce plan social, François Hollande a dit qu'il était inacceptable en l'état. Vous attendez quoi de Peugeot ? Nous ne pensons pas que ce plan social nous en évitera d'autres. Donc nous voulons que ce plan social, d'abord, il soit rediscuté, reformaté, strictement proportionné, car les dégâts sociaux doivent être en rapport avec le redressement économique. Pour le moment, donc 8000 suppressions d'emplois, c'est trop. C'est pas proportionné. Nous ne considérons pas qu'il y a un avenir de redressement
à travers ce plan. Donc nous voulons en rediscuter avec Peugeot. Nous avons donné des milliards aux constructeurs automobiles dans la crise, sous toute forme d'aide. C'est normal que nous ayons un droit de regard au nom des Français et que le gouvernement donne son point de vue et que nous en discussions avec les salariés et avec la direction de PSA. Alors je disais, on vous a beaucoup vu cet été, vous êtes sans doute le ministre qu'on a le plus vu, avec peut-être avec M. Valls sur un autre terrain. On vous a beaucoup vu aller voir les entreprises en difficulté, aller au secours des salariés, vous en prendre au patron quelquefois, et notamment chez Peugeot pour la conduite de leurs affaires. Avec quels résultats? Est-ce qu'il y a eu déjà des résultats concrets ou est-ce que le résultat premier, c'est pas surtout d'avoir fait de vous le ministre le plus anti-patron qu'on ait jamais eu? Nous avons traité ici, depuis que je suis arrivé, 91 dossiers. Ces 91 dossiers concernaient et menaçaient 14 220 emplois. Nous en avons sauvé 11 450 et nous en avons perdu 2 770. Mon travail, c'est ce que disait ce commissaire au redressement collectif, un emploi sauvé, c'est une fierté. 10 emplois sauvés, c'est une victoire. 100 emplois sauvés, c'est formidable. Et plus, c'est encore mieux. Notre travail, c'est un travail de limitation des dégâts et de préservation, ce qu'ont fait les Allemands dans la crise. Ça passe par cette admonestation des patrons, par cette façon de s'en prendre aux patrons. Je voudrais que vous fassiez la distinction entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprise. Les actionnaires, ils ont des intérêts financiers. Les dirigeants d'entreprise ont des intérêts industriels et les ouvriers, cadres, ingénieurs, salariés ont des intérêts sociaux. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Si tout le monde prend un bout, et nous, et bien sûr, notre responsabilité politique, c'est-à-dire de ne pas esquiver, d'affronter les problèmes, si tout le monde s'y prend, c'est ce que j'appelle le patriotisme économique, ça veut dire que nous arriverons à nous en sortir. Mais vous n'avez pas l'impression d'être allé trop loin? Je ne retire aucun des mots que j'ai prononcés. Ils sont très modérés, très équilibrés. Ils ne sont pas contre les patrons, ils sont contre des actionnaires qui ont commis des écarts et fait des erreurs. Donc, de temps en temps, ça passe par un reproche aux uns comme aux autres. On peut se dire les choses. C'est la méthode de la négociation franche. On se dit les choses et après, on essaie de faire converger les points de vue. Merci beaucoup. Alors, on va parler de relocalisation, parce que ça aussi, c'est un de vos combats, évidemment, et vous avez, dans l'été toujours, demandé à ces patrons de centres d'appel de bien vouloir relocaliser leur activité en France, notamment parce qu'ils se servent de moyens publics et qu'il n'y a pas de raison que ça serve à enrichir, si je puis dire, des pays voisins. On va voir ce reportage chez Webhelp et on écoutera son patron qui est en même temps le patron de Croissance Plus. Vous croyez à ça? Vous croyez qu'on peut contraindre ces entreprises à se relocaliser? Je veux faire de la pédagogie vis-à-vis des consommateurs. Car aujourd'hui, 70% environ des Français sont prêts à payer un tout petit peu plus cher, 5%, 10%, plus cher. Pour avoir un service Pour avoir un service made in France, pas made in ailleurs. Bon. Et donc cette bataille-là, c'est la bataille de la responsabilité du consommateur. Tout le monde est responsable pour remonter la France. Tout le monde est responsable. Vous, moi, tous les Français. Y compris parfois en payant un peu plus cher un service. Les Français, ils sont prêts, quand ils poussent leur chariot dans les supermarchés, ils sont prêts à faire des actes citoyens. Profitons-en. Vive le Made in France, Monsieur Duquesne. Merci, Monsieur Montebourg. Donc ce reportage est signé Nicolas Daniel, Arnaud Morial et Gaël Hubert. Rabat, 8h du matin. Comme tous les jours, ils ont rendez-vous devant la gare. Ils sont une cinquantaine à prendre place dans ces minibus. Une flotte privée qui appartient au premier employeur de la ville. Être transporté gratuitement, c'est un des petits privilèges auxquels ont droit les 6000 salariés marocains de Webhelp, une entreprise française. Parmi eux, Fad, 23 ans. Vous travaillez depuis longtemps ici? Ça fait plus de 2 ans. Vous êtes content? Oui, bien sûr. Ça va? C'est normal. Très belle expérience. Un peu fatigués, en cette fin de Ramadan, certains profitent du trajet pour finir leur nuit. Mais une fois arrivés sur leur lieu de travail, ils vont tous avoir droit à un réveil en fanfare. On applaudit très fort Fatem Zara qui a fait une vente mobile. Bravo! Une vente sur Emut. Karima, l'animatrice des ventes, surveille ses équipes de très près et les motive en permanence. Très bien! On applaudit aussi Amadou qui a fait une vente mobile. Bravo! Sous ses ordres, 160 employés d'un call center. Vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vus, mais vous leur avez sûrement déjà parlé. Depuis le Maroc, ils vous appellent pour vous vendre des abonnements. Au lieu de payer 33,70 €, votre mensualité sera juste de 28,70 €. Ou pour vous aider
à réparer votre télévision. Est-ce que votre décodeur est allumé actuellement? Est-ce qu'il est sous tension en fait? Ils sont déjà près de 40 000 Marocains à travailler à distance pour des clients français. Des emplois délocalisés que le ministre Arnaud Montebourg voudrait aujourd'hui ramener en France. C'est la réunion au sommet. Il l'a officiellement demandé au patron des principaux opérateurs de téléphonie qu'il a convoqué en juillet dernier. Mais pourquoi ces chefs d'entreprise choisissent-ils de délocaliser leur centre d'appel? Peut-on raisonnablement espérer faire revenir ces emplois en France? Dans le centre-ville de Rabat, derrière les vitres de cet immeuble ultramoderne, se cache une réalité que beaucoup d'entreprises françaises préfèrent garder secrète. Elles sont une dizaine à sous-traiter ici leurs appels. Des assureurs, des médecins et même des chaînes de télévision. Privilège rare, nous avons pu passer 48 heures avec ces salariés qui font parfois polémique. Rentables, qualifiés, flexibles et même motivés, à première vue, ils n'ont que des qualités. Bonjour madame, je suis Fad du service fidélisation de la société. Nous retrouvons Fad, qui lui vend des abonnements pour un fournisseur d'accès Internet. Son travail, il le résume en un chiffre. Je dois réengager en fait 60% des clients que j'appelle. Bonjour madame, je suis Fad du service fidélisation, tout en bénéficiant d'une remise de 5 € par mois pendant 12 mois. Si je vous appelle, c'est juste pour faire le point. Bac en poche, depuis 2 ans, Fad répète le même argumentaire, 44 heures par semaine. Et pas question d'improviser. Il doit lire au mot près ce qui est affiché sur son écran. Un travail répétitif, Madame, s'il vous plaît, votre parfois stressant. C'est tout à fait normal. Ici, plus d'un tiers du salaire dépend des résultats. Et les superviseurs, comme Lamia Slimani, écoutent en permanence les conversations des employés. Je n'arrive pas à accéder avec ce numéro. Est-ce que vous avez votre numéro d'adhésion à l'assurance? Sur son écran, ceux qui ne tiennent pas la cadence s'affichent en rouge. Ce matin, ils ont l'air plutôt nombreux. Les éléments les moins performants reçoivent même parfois la visite d'une coach. Elle aussi espionne les conversations des employés. Monsieur, je peux rien, c'est-à-dire confirmer pour vous pour l'instant parce que... Mais c'est pour leur donner des cours de français. Accéder au dossier. Je te relis la phrase. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de commande afin de vérifier avec? C'est le registre familier. D'accord. Ah oui, je dirais plutôt pour vérifier sur le dossier. Excellent. Voilà. Tout doit être fait pour éviter que le client français se rende compte que son appel a atterri au Maroc. Si vous faites besoin, vous êtes joignable sur quel numéro? Malgré la pression et le stress, Fad n'échangerait ce travail pour rien au monde. Parce qu'on arrive à atteindre nos objectifs mensuels, donc on a des primes en plus. Vous êtes payé combien? Entre 5 000 et 6 000 dirhams. Et c'est un bon salaire, 5 000 dirhams au Maroc? Oui, bien sûr, on ne peut pas trouver mieux. Ah, carrément? Oui. Fad gagne environ 500 € par mois. C'est plus de 2 fois le SMIC marocain. Alors au 4e étage, au bureau du recrutement, le téléphone n'arrête pas de sonner. 6 000 candidats postulent chaque mois. À peine 1 sur 10 parviendra à décrocher un entretien. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente, Yousri, chargé de recrutement. Tous les jours, Yousri accueille et teste une quinzaine de candidats comme Mehdi, 26 ans, qui a déjà 4 ans d'expérience dans les call centers. Ça va Mehdi? Tu vas passer les tests? Ça a été. Pas de problème. Comme la plupart des candidats, Mehdi possède un diplôme supérieur. Contrairement à ce qui se passe en Europe, on a la chance d'avoir des candidats qualifiés, d'accord, avec un bac plus 4, licence, master, qui ont trouvé une opportunité dans les centres d'appel, qui se sont engagés dans un centre, qui ont apprécié ce qui se passe dans le centre et qui ont pu évoluer tout simplement, faire carrière. Pour attirer les meilleurs CV, l'entreprise a mis le paquet. Salle de sport dernier cri, espace détente, et pour les employés les plus méritants, des scooters et une voiture à gagner. Une main-d'œuvre compétente, payée la moitié du SMIC français. Et pourtant, Webhelp a aussi des employés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais pourquoi maintient-elle en France des salariés qui lui coûtent beaucoup plus cher? Pour les rencontrer, direction Compiègne, près de l'usine Continentale, symbole d'une région industrielle frappée par les plans sociaux. Pour s'installer ici, Webhelp a touché plus de 3 millions € de subventions.
C'est une des rares entreprises qui embauche dans le département. Jérôme, un ancien comptiste, s'est donc reconverti. L'ouvrier est devenu superviseur. Mais il n'est pas certain d'avoir gagné au change. Le milieu des centres d'appel, j'y suis venu en pleine connaissance de cause, mais c'est vrai que c'est des salaires au SMIC. Et c'est vrai que pour moi qui travaillais dans le domaine de l'industrie, il y a une grosse différence en termes de salaire. C'est une perte sèche d'entre 500 et 600 euros net par mois. Et même à ce tarif, Jérôme coûte 2 fois plus cher qu'un salarié marocain. Mais l'avantage ici, c'est que tout le monde parle français, sans accent. Bienvenue chez Zalando.fr, Mathieu à votre écoute. Pour Axel Mouquet, le directeur du centre, Compiègne a aussi un autre atout. Être localisé à moins d'1 heure de Paris, près du siège social de toutes les grandes entreprises. On a la chance d'avoir nos clients très régulièrement sur le centre pour pouvoir échanger sur leur stratégie de relation client, comme sur l'intégration d'un nouveau. Donc on a ce côté un petit peu plus, peut-être un peu plus petite équipe intéressant pour eux. Des équipes de 10 à 30 personnes affectées aux nouveaux clients qui viennent ici rôder leur plateforme d'appel avant de les exporter vers d'autres pays. Est-ce que c'est pas des entreprises qui tentent, qui testent, qui font en petit ici et qui après vont aller faire en grand ailleurs? C'est peut-être encore un peu tôt pour dire. Je pense que voilà. Difficile d'avouer que les sites français ne sont parfois qu'une étape avant la délocalisation des emplois. D'autant plus que cette stratégie ne dépend pas forcément de la société de call center, mais de ses clients. Au siège parisien de Webhelp, son président, Frédéric Jousset, va nous le confirmer. La décision de la localisation des emplois, elle est prise en amont par nos clients donneurs d'ordre. Donc c'est eux qui, dans leur cahier des charges, décident si la production doit être faite en France ou à l'étranger. Et ils l'inscrivent comme ça? Ils l'inscrivent formellement comme ça. Et ses plus gros clients, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile. Depuis l'arrivée de Free sur le marché, la guerre des prix fait rage. Et les centres d'appel sont priés de baisser encore leurs tarifs. Free arrive dans le secteur, il casse les prix. J'imagine que les demandes qu'on vous fait sont des demandes de prix de plus en plus bas. Alors évidemment, on a des demandes de prix qui sont fortement à la baisse. Et ça veut dire délocalisation? Obligatoirement. Obligatoirement. À partir du moment où on sort des forfaits qui sont à moins de 20 euros par mois, tout compris, il est évident que si le service client est gratuit, il ne peut plus être presté depuis la France. En résumé, moins votre forfait est cher, et plus vous avez de chances de tomber sur un interlocuteur étranger. C'est ce que va nous montrer Manuel Jacquinet, un ancien consultant qui a travaillé 20 ans dans le monde des call centers. Et je dirais même que vous allez vous retrouver dans des pays de plus en plus éloignés selon que vous payez votre forfait plus ou moins cher. On peut se retrouver en Tunisie, le Maroc, le Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, voire carrément dans l'océan Indien, c'est-à-dire à l'île Maurice ou à Madagascar. En fonction du service que vous demandez, vous pouvez vous offrir un joli tour du monde en un seul appel. Si par exemple vous tapez 3 pour un problème technique, direction l'Afrique du Nord. Alors restez avec moi en ligne, je vous mets en relation avec le service commercial. Là je suis clairement au Maroc. Si vous souhaitez à tout prix parler à un employé situé en France, une seule solution, menacer de partir. Alors voilà, par exemple là je vais faire celui qui veut résilier son contrat. Tapez 4, service résiliation. Bonjour et bienvenue chez Orange. Oui, bonjour monsieur. Juste une petite question monsieur, je suis dans un centre d'appel qui est situé où là? Ça va bien monsieur, pourquoi vous voulez savoir ça? Simplement pour savoir. Aujourd'hui, les opérateurs ne maintiennent en France que les activités les plus stratégiques. À court terme, 10 000 emplois pourraient encore être délocalisés. Nous avons tenté de contacter les opérateurs, mais apparemment, il y avait un peu de friture sur la ligne. Non, on ne va pas pouvoir répondre positivement à cette demande. Un sujet tabou, à l'heure où le ministre cherche à relocaliser. Mais au cœur de l'été, tandis que le gouvernement essaie de faire plier les groupes privés, une affaire embarrassante va éclater. Elle concerne Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France. Après un appel d'offres pour le syndicat des transports de la région, il délocalise une trentaine d'emplois dans un call center marocain. Pour le gouvernement, la nouvelle tombe au pire moment. J'ai demandé à Jean-Paul Huchon, dans la mesure du possible, de revoir ce type de décision. La commande publique doit tenir compte de l'intérêt national de l'emploi. Mais les demandes d'Arnaud Montebourg n'y changeront rien.
Jean-Paul Huchon, qui a fait économiser 1,5 million d'euros à sa région dans l'affaire, justifie sa décision par des arguments juridiques. Impossible d'introduire une préférence nationale dans un appel d'offres public. Dans l'actualité, aujourd'hui, du Code des marchés publics, il n'y avait pas de possibilité de faire une différence sur la nationalité des salariés embauchés. Il existe pourtant des astuces pour contourner cette règle, comme celle utilisée dans cet appel d'offres de Pôle emploi que nous nous sommes procurés. Il a suffi d'exiger que les call centers soient situés à proximité d'un centre de direction pour permettre une maintenance rapide en cas de problème, ce qui oblige les sous-traitants à maintenir les emplois sur le sol français. Vous voyez, mais sur Pôle emploi, par exemple, ils disent, bah voilà, ils font une clause de localisation, donc elle n'est pas illégale. Vous me parlez de l'appel d'offres de Pôle emploi, là on parle de l'appel d'offres du site, bah, je vous dis qu'on a mis toutes les clauses sociales possibles et imaginables. Et sur la localisation, c'est pas possible. Et par ailleurs, pardon ? Sur la localisation, non, ça Pôle n'est emploi, pas possible aujourd'hui. Que ce soit à moins de 2 heures. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans la communauté européenne de nationaliser, si j'ose dire, les salariés. Après les entreprises privées, certains acteurs publics peuvent donc eux aussi être tentés par la délocalisation. À 2000 km de Paris, les annonces du gouvernement français ne semblent d'ailleurs pas susciter beaucoup d'inquiétude. Je pense pas. On ne vous sent pas très inquiète? Personnellement, non. D'accord. Les prestataires, je pense qu'ils sont contents de notre rentabilité. Pour relocaliser les emplois, les opérateurs de téléphonie posent leurs conditions, rendre payantes les hotlines. Pour l'instant, la loi les en empêche. Mais ils espèrent convaincre le gouvernement de la modifier, histoire de faire payer la facture à leurs clients français. Voilà pour ce reportage de Nicolas Daniel et de Arnaud Morial. Et on est ici avec vous, Olivier Duhat, dans un endroit assez majestueux, très art déco. C'est la Chambre de commerce de Paris qui a racheté cet endroit au comte de Potocki en 1920. Mais en tout cas, c'est assez magnifique et assez rarement ouvert. Alors vous êtes le co-président de Wedelp, qu'on vient de voir. Vous êtes le président de Croissance Plus. Qu'est-ce que vous dites à Arnaud Montebourg, qu'on vient de voir, qui dit relocaliser? Pourquoi allez-vous installer vos centres là-bas, au Maroc, en Afrique du Nord ou ailleurs? Écoutez, moi je pense que c'est ni possible, ni souhaitable, ni souhaité d'ailleurs. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il y a des équilibres économiques qui se sont créés grâce à des transferts de production sur ces pays. Je vais vous donner un exemple. Si demain vous demandez à Renault de transférer les usines Dacia en France et de continuer à vendre à Dacia au même prix, c'est juste pas possible. Ça ne marche pas. Patriotisme économique. Je reviendrai sur cette notion de patriotisme économique parce que à force de faire ça, on tue l'économie française. Non, à force je reviendrai sur la notion de patriotisme économique. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas souhaitable, c'est que le consommateur ne le souhaite pas. Vous êtes, vous aussi, consommateur et co-responsable de ce système. Demain, si vous avez la possibilité d'acheter un téléviseur à 500 €, dernier cri, ou un autre téléviseur à 1500 €, c'est exactement le même, sauf qu'il a été produit en France. Lequel vous allez choisir? Le premier. On a demandé aux ce que dit Montebourg en disant maintenant il faut qu'on soit plus responsable de nos achats, qu'on soit patriote aussi dans nos achats, qu'on favorise l'achat français, quitte à le payer un peu plus cher. Mais ça s'appelle du protectionnisme. C'est extrêmement... Du patriotisme. C'est du protectionnisme. Le patriotisme, c'est autre chose. Mais ça me coûterait à moi, consommateur, si j'appelais uniquement des centres français. On va augmenter votre forfait mobile de 10 €. Donc on a posé la question aux Français, est-ce que vous êtes prêt à payer 10 € de plus sur votre forfait mobile par mois? Par mois. Pour qu'on maintienne des emplois en France. 82% des Français ont répondu non. Bon, mais qu'est-ce que vous dites à Montebourg? Comment on en sort? Le gouvernement a les cartes en main pour relancer la croissance. Et aujourd'hui, on lui dit, mais c'est pas possible parce que l'environnement économique est pas bon, on peut rien faire. Si, on peut faire plein de choses. La France a 3 faiblesses. Elle a une faiblesse de coût du travail. Produire en France coûte trop cher. Deuxième problème, on a une ultra-rigidité de notre droit du travail. Tous les jours, les entrepreneurs de Croissance Plus me disent, quand on doit embaucher, on a la main qui tremble parce que c'est une décision d'investissement à caractère. On entend toujours de la part des patrons, flexibilité. Flexibilité, mais toute la zone euro. Et coût du travail. La zone euro l'a fait. L'Europe du Nord, l'Allemagne, on est les derniers à ne pas avoir bougé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de divorce qui s'est fait avec le temps entre les entrepreneurs français et les Français? Peut-être parce qu'il y a eu des excès du côté des patrons, mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de séquence assez négative
pour vous? Je pense qu'effectivement, si les responsables politiques passent autant de temps à donner des leçons de morale, des leçons de gestion et des leçons de management aux patrons, à prendre la parole pour juste dire que les patrons sont trop payés et qu'on va imaginer des réformes fiscales totalement confiscatoires, ça crée effectivement un divorce. Vous avez un problème avec le pouvoir politique actuel? J'ai un problème avec le discours, effectivement. Je pense qu'il faut qu'ils changent de discours et qu'ils disent à tous les Français, on a besoin des entrepreneurs, on n'est pas là pour les faire fuir, on est là pour les aimer, parce que qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs? Ils créent de la croissance et ils créent de l'emploi. Et il me semble que c'est aujourd'hui les deux problèmes que l'on a en France. Qu'on vous aime un peu. Ça serait bien. Voilà, un peu de reconnaissance. Merci en tout cas. Merci Olivier Dehaene d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir ouvert les portes de votre centre d'appel au Maroc et en France, puisque une partie importante de vos emplois sont quand même en France. Voilà, merci. Puisqu'on arrive au terme de l'émission, j'espère qu'elle vous aura permis de voir un peu mieux ce que pouvait faire Montebourg et comment il pouvait éventuellement essayer de redresser la situation de l'économie française. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour préparer cette émission et notamment pour la réaliser, la Chambre de commerce de Paris qui nous a accueillis dans cet endroit incroyable. Merci à ceux qui m'ont aidé dans la préparation, que ce soit Michel Fine, Joël Bruyandet, Thomas Auro à la rédaction en chef, Nancy Correa à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous signale que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine on parlera des Français qui décrochent à cause de la crise, en allant parfois jusqu'à mettre leur vie en danger. Voilà, mais ne ratez pas, puisque la soirée n'est pas finie, Stéphane Bern et ses secrets d'histoire. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.